La guerre, c'est un sujet très grave. C'est un sujet qui demande le regard éclairant et éclairé d'experts, d'hommes et de femmes dont le savoir permet d'y voir plus clair dans une société où tout va trop vite. Caroline Galacteros, nous vous poserons 3 questions. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelle paix pouvons-nous attendre? Quel monde à venir dessine ce conflit? Merci de nous recevoir. Je suis très heureuse de vous recevoir et très heureuse que vous me donniez l'occasion de m'exprimer sur ces sujets vraiment très importants et malheureusement extrêmement maltraités par l'ensemble, maltraités en un mot et en 2 mots, par l'ensemble de l'univers médiatique et aussi d'ailleurs politique dans notre pays, mais pas seulement. Alors, comment et pourquoi en est-on arrivé là? Ce sont des grandes questions ouvertes, ce qui va me permettre, j'espère, de dire pas mal de choses qui me tiennent à cœur. Comment? Eh bien, je pense qu'on en est arrivé là par un enchaînement de faiblesses, de consentement à l'évanouissement à la fois de la réflexion, de l'esprit critique, et de la solidité de politique nationale et de politique souveraine. Là, je parle des États, je me place évidemment au niveau de la géopolitique, qui est quand même mon objet d'étude et d'expérience. Et on en est arrivé là, donc, par une sorte d'enchaînement mortifère qui nous a petit à petit entraînés dans une spirale. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette spirale est devenue complètement vertigineuse, qu'on est dans une fuite en avant extrêmement dangereuse, à mon avis, sur ce conflit-là. Mais c'est le cas aussi d'autres. Mais celui-ci, il est au cœur de notre continent. Et on vit avec, malheureusement, jour après jour, depuis maintenant quelques mois. Alors, comment il faut revenir? C'est un long processus, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, on en parle toute la journée, on a une espèce de vision à la fois massive et pointilliste des choses, on ne relie pas les points les uns avec les autres, on ne revient pas en arrière, on ne se pose jamais de questions sur les causes et les enchaînements qui ont mené à, finalement, au recours ouvert et massif à l'affrontement armé. Mais en fait, c'est la fin d'un processus. C'est la fin d'abord d'un processus de dégradation de la sécurité en Europe, des conditions de la sécurité en Europe, qui ne date pas du 24 février dernier, qui ne date même pas de l'année précédente ou d'il y a quelques années, qui ne date même pas du basculement de l'Ukraine à travers ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan, euphémisme intéressant, en 2014, qui date bien, de la dégradation progressive à l'initiative américaine, mais avec l'assentiment et le concours des puissances européennes, du lien, du dialogue et de la relation américano-russe et américano-européenne. Et évidemment, il y a eu ce qu'on a appelé l'élargissement de l'OTAN, 5 phases d'élargissement de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide tout de même. En Russie, une décennie catastrophique, puis l'arrivée, un changement de pouvoir et l'arrivée aux affaires d'un homme qui a décidé d'arrêter le processus de délitement social, politique, mais aussi stratégique de son pays et de rétablir une Russie qui compte finalement dans tous les domaines. Et donc tout ça s'est produit sous nos yeux. Il y a eu tout un tas de péripéties, il y a eu ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, il y a eu la première révolution d'Ukraine, 2003-2004, puis il y a eu la Géorgie, puis il y a eu les printemps arabes, enfin il y a un certain nombre de grands mécanismes, au-delà même de l'Europe, qui ont dégradé la relation stratégique et les espérances côté russe que la fin de la guerre froide et la dissolution de l'URSS avaient fait naître. La Russie de l'après-guerre froide s'imaginait, enfin reprenait conscience d'elle-même, reprenait conscience de sa nature européenne et s'imaginait, bien naïvement, qu'elle allait
intégrer l'Europe d'une manière ou d'une autre, et pourquoi pas même l'OTAN. C'était l'idée de Vladimir Poutine au tournant du siècle, quand il a pris ses fonctions. Or, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé la poursuite de la politique américaine de containment de la Russie, la vieille politique classique de la guerre froide, par d'autres biais, en utilisant les Européens, par l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne, qui a fait entrer une grande partie des anciens satellites de l'URSS à l'intérieur de l'UE. Et finalement, progressivement, l'Union européenne n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu, et n'a pas eu les hommes politiques et les hommes d'État pour le faire non plus, s'autonomiser géopolitiquement par rapport à ce bloc occidental qui était victorieux, qui se pensait tout puissant et qui n'a probablement pas vu venir la réémergence non seulement de la Russie, mais derrière elle, de ce qui est aujourd'hui son véritable rival ultime, qui est la puissance chinoise. Parce que si on se replace en 90, la Chine n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui, 30 ans plus tard. Donc il y a eu tout ce processus qui s'est fait d'une certaine manière, qu'on a regardé avec pas mal de condescendance, à la fois du côté, en Russie et en Chine, mais qui a suivi son petit bonhomme de chemin, et qui est un processus finalement de renforcement, de restructuration, d'autonomisation, de proposition d'un modèle alternatif de puissance, qui n'a pas grand-chose à voir avec le modèle occidental. Et tout cela, petit à petit, est devenu de moins en moins supportable pour un empire américain qui, après le 11 septembre, et après la guerre en Irak, la débâcle irakienne, eh bien, a été mis face à un gros discrédit quand même moral et politique, que bien sûr nous refusons d'admettre, mais qui est un fait. Et il s'est donc agi de reprendre tout ça en main du point de vue américain. Comment reprendre tout ça en main? D'abord, il faut reprendre l'OTAN en main. Et ça, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même partiellement assez réussi. Avec peut-être l'exception de la puissance turque, pardon, qui est vraiment le pivot et qui joue sur tous les tableaux. Mais à part ça, l'OTAN en état de mort cérébrale, moi, je veux bien qu'on m'explique, je pense qu'il ne l'a jamais été. Il y a eu justement la persévérance dans l'être de cette alliance, et son renforcement, et son agrandissement, et surtout sa mise au pas idéologique sur le thème. L'Occident a encore une mission, entre guillemets, civilisatrice du reste du monde, n'est-ce pas? La démocratie, le marché, enfin toujours la même chose, qui ont certes d'immenses vertus, et d'ailleurs dont d'autres s'inspirent, mais il y a cette espèce de trend, de ligne idéologique complètement impérialiste, à vrai dire. Et là, on arrive sur un gros paradoxe. C'est qu'il a fallu créer un narratif pour permettre la poursuite de cet impérialisme. Et le narratif, il a été la morale. L'apport au reste du monde un peu sous-développé finalement, encore dans les limbes, n'est-ce pas, de notre grand modèle si extraordinaire, incomparable. Bon, alors, de gré ou de force, entre guillemets, avec derrière des enjeux infiniment plus prosaïques, des enjeux énergétiques, des enjeux économiques, des enjeux de déstabilisation régionale, des enjeux de bonne géopolitique, on va dire, impériale. Bon. Et pendant longtemps, je pense que la Russie a cru, peut-être au moins jusque ce qu'on a appelé le discours de Munich, jusque vers les années 2010 à peu près, que, eh bien, elle arriverait à trouver des moyens, non seulement de commercer, mais de se rapprocher du pôle européen, et finalement à trouver sa place dans ce qu'était l'Occident au sens très large, parce que la Russie est une puissance eurasiatique, mais quand même essentiellement européenne. Aujourd'hui, on est malheureusement passé, et on en parlera, sur un autre versant, et on l'a suffisamment poussée dans ses retranchements pour qu'elle n'ait, à vrai dire, plus le choix
Donc maintenant, elle va faire de nécessité vertu, ça fait déjà quelques années, et ça ne va pas s'arranger à mon avis. Donc nous faisons là, l'Occident a fait, quand je dis l'Occident, je pense toujours à la puissance de tête, c'est-à-dire les États-Unis, et nous derrière qui suivons, puisqu'on est quand même dans cette posture, il ne faut pas se leurrer. Nous avons fait une erreur géostratégique énorme, d'un point de vue européen en tout cas. C'est-à-dire que la Russie, qui était notre dernière barrière naturelle, culturelle, économique, avec ses ressources immenses face à la Chine, eh bien finalement, nous nous retrouvons dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un nouveau rideau de fer, c'est-à-dire une vraie rupture, dont la guerre d'Ukraine est le parachèvement, mais ça s'est créé petit à petit. Ce nouveau mur, ce nouveau rideau qui est tombé, il est là déjà en germe, on le coud, on le tricote depuis des années. Et du point de vue américain, bon, le fantasme, le cauchemar géopolitique américain a toujours été, il n'y a qu'à lire Mackinder, il n'y a qu'à lire tous les grands géopolitologues, et d'ailleurs même les vivants, les Brzezinski, les Kissinger, enfin tous ces gens-là ont été très clairs. L'idée, c'est que jamais l'Europe ne se rapproche de la Russie, encore moins l'Allemagne. Si vous ajoutez à tout ça l'importance des enjeux énergétiques, sur lesquels finalement, on ne fait pas trop de liens, mais il est colossal le lien. La dernière fois que les relations russo-ukrainiennes ont semblé pouvoir s'améliorer un petit peu, c'était en 2019-2020, quand il y a eu un accord, et même, 2020, j'ai plus la date exacte, où il y a eu un accord gazier de nouveau pour 5 ans entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, je pense que là, à Washington, ils ont dû se dire qu'il fallait faire quelque chose là. C'est-à-dire que grâce à ce qu'on a, au fameux gazoduc qui est aujourd'hui en panne, Nord Stream 2, eh bien, on continuait peut-être à contourner l'Ukraine d'une certaine façon, mais en tout cas, la Russie continuait à fournir l'Europe via l'Ukraine. Bon. Donc, il y a des enjeux énergétiques considérables. L'enjeu énergétique, c'est évidemment qui va fournir l'Europe en gaz. Jusque-là, c'était la Russie, ça va être l'Amérique. Donc nous sommes les proies, mais les proies, je dirais, consentantes d'une manœuvre qui va avoir des conséquences sur nos économies et nos sociétés considérables, parce que c'est infiniment plus cher de faire cela que de dépendre énergétiquement, partiellement pour certains pays et beaucoup pour d'autres, il est vrai, de la Russie. Mais voilà, maintenant, il faut être du bon côté de la force, n'est-ce pas? Et les Européens, s'ils ont pu hésiter au nom de leurs intérêts économiques bien compris pendant quelques années, sont définitivement, comme un seul homme quasiment, à part quelques-uns qui essaient encore, les Hongrois, les Autrichiens parfois, quelques autres qui essaient d'être un peu plus lucides, et même les Allemands d'une certaine manière, qui ménagent encore un peu la chèvre et le chou, mais enfin, ils ont quand même donné à Washington ce que Washington attendait, c'est-à-dire la rupture avec la Russie, la fin de Nord Stream 2, contre un statut de puissance dominante à l'échelle européenne, et elle sera dominante, l'Allemagne, elle vient de le montrer en matière d'armement, elle sera dominante évidemment contre la France. Bon. Donc là, on est, du point de vue de la géopolitique, du poids géopolitique de l'Europe, on s'est enfermé dans une nasse, on s'est couper absolument nous-mêmes les ailes, c'est-à-dire notre capacité, je pense à la France, mais pas seulement, de pouvoir dire attention, la sécurité européenne, c'est la sécurité de notre continent, et ce qui se passe en Ukraine est extrêmement important pour l'équilibre des forces en Europe, sur lequel nous vivons, nous, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Et donc, on est dans une impasse terrifiante. Alors après, il y a bien sûr tous les intérêts des uns et des autres, donc il faudrait les prendre les uns après les autres. On en est arrivé là au sens de la guerre aujourd'hui menée par la Russie, on peut l'appeler l'opération militaire spéciale. Bon, il est clair que alors, pour moi, c'est une réaction. C'est une erreur, sans doute, de Vladimir Poutine, mais il n'avait pas d'autre choix que de faire cela, puisqu'une offensive dans le Donbass était en préparation depuis longtemps et avait connu une phase d'accélération très forte. On a d'ailleurs retrouvé l'ordre d'opération, c'était prévu pour quelques semaines après.
tout était déjà dans les tuyaux. Donc en fait, il a lancé son opération, j'allais dire de manière préemptive, pour prendre les devants sur quelque chose qui allait fondre sur lui. Voilà. On a raconté tout et n'importe quoi, on est tombé dans une hystérie informationnelle absolument délirante, et notamment en France, je pense nous, on a atteint vraiment des sommets de naïveté, des sommets peut-être de cynisme en même temps d'ailleurs, et des sommets surtout de déni. Voilà, et des sommets de diabolisation de la Russie, parce alors, évidemment, la Russie est entrée sur le territoire d'un autre État, donc c'est une agression territoriale, on ne peut pas dire le contraire, c'est évident. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Elle l'a fait, il suffit de prendre une carte, elle l'a fait parce que l'Ukraine est juste la dernière bande, avec peut-être la Géorgie, qui protège le territoire russe des forces de l'Alliance. Voilà. Et il y avait déjà une coopération entre l'Ukraine et l'OTAN. Donc, il est évident que ce territoire doit être neutre stratégiquement, c'est la base. Et c'est, de toute façon, alors on parle toujours de la politique de la porte ouverte de l'OTAN, chaque pays doit pouvoir choisir dans quelle alliance il se place, etc. Oui, c'est très bien, mais on ne parle jamais du deuxième principe indivisible, l'indivisibilité de la sécurité européenne. Et l'indivisibilité de la sécurité européenne, ça veut dire qu'aucun pays ne peut augmenter selon ses standards uniques et ses intérêts uniquement sa sécurité au détriment des autres. C'est-à-dire que la sécurité naît de l'équilibre, donc du compromis, donc des concessions. Donc il est évident que l'Ukraine ne peut pas appartenir à l'Alliance Atlantique. C'est le b.a.-ba. Simplement, on aurait dû s'arrêter à cela. Et Vladimir Poutine a proposé des textes d'accord, tout ça, ça s'est vu en octobre, en novembre, en décembre. Il a attendu la réponse américaine qui a été d'une totale condescendance. Et enfin, on l'a envoyé au plot, comme on dirait vulgairement. Bon, à partir de ce moment-là, que faire ? Sans parler de la guerre du Donbass, donc entre Ukrainiens finalement, qui dure depuis maintenant 2014, depuis 7 ans, dans le silence assourdissant des médias occidentaux. Ça n'existe pas, ça. Il y a des réalités qui existent, puis il y en a d'autres qui n'existent pas. Donc voilà, comment et pourquoi le déni, le renoncement à l'autonomie de pensée et d'action, l'incompréhension du sort de l'Europe, du sort géopolitique de l'Europe et de la nécessité pour elle peut-être d'être alliée aux États-Unis, mais pas pour tout et n'importe quoi, pas pour entrer dans toutes les aventures voulues par les États-Unis, qui n'ont par définition, enfin c'est évident, qui ont des intérêts propres et qui donc, nos intérêts ne se fondent pas avec les leurs. Ils peuvent sur certains points, à certains moments, c'est rarement le cas, on va dire, mais certainement pas sur la sécurité de notre propre continent. Quelle paix pouvons-nous attendre? Qui veut la paix? Qui veut la paix? Pour vouloir la paix, il faut déjà être deux, au moins, au moins. Et en l'espèce, il faut être plus que ça, puisque l'Ukraine n'est quand même que le proxy américain. Donc certes, le malheureux peuple ukrainien, toute tendance, confession et positions confondues, est comme d'habitude dans ces conflits à dimension internationale la victime, dans un niveau de cynisme rarement atteint, mais on pourrait dire la même chose du peuple syrien, on pourrait dire la même chose du peuple irakien, on pourrait dire la même chose du peuple libyen ou des Yéménites. Mais qui veut en Ukraine la paix? Il est évident que le président Zelensky prend ses ordres, depuis longtemps, à vrai dire, comme son prédécesseur, Poroshenko. La guerre est voulue, enfin la déstabilisation de l'équilibre des forces en Europe, que j'ai évoqué lors de la réponse à votre première question, c'est l'objectif. Et pour déstabiliser
cet équilibre, eh bien, il y a plusieurs États. Donc, il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Ukraine 2004, il y a eu l'Ukraine 2014, il y a eu ce qu'on appelle la révolution de Maïdan, qui n'est jamais qu'un coup d'État, auquel nous avons accordé finalement notre bénédiction et notre légitimité. Je pense qu'on a une très lourde responsabilité dans la dégradation de la situation dans ce pays et d'ailleurs dans tout ce qui s'est passé dans le Donbass après. Donc, que faire pour avoir la paix? Eh bien, il faudrait déjà que l'Amérique se dise qu'elle a plus intérêt à arrêter les Ukrainiens qu'à continuer à les armer et à les laisser faire. Aujourd'hui même, nous sommes le 22 juin 2022. D'abord, le 22 juin, c'est une date importante, c'est le lancement de l'opération Barbarossa, début de l'offensive allemande contre la Russie. Enfin, c'est un hasard. Mais nous sommes là, il y a eu encore une frappe ukrainienne avec un drone, dont on peut penser qu'il est occidental, sur le territoire russe, à Rostov. Donc c'est pas la limite, c'est pas la frontière là. Il est allé exploser à Rostov. Donc nous sommes dans une phase extrêmement dangereuse et il ne semble pas que les maîtres d'œuvre de cette guerre, qui sont américains, qui sont occidentaux et auxquels nous prêtons main forte de manière totalement, à mon avis, inconsciente, nous, Français, parce que nous sommes dans une véritable co-belligérance. On peut faire semblant, on peut déclarer qu'on ne l'est pas, etc. Enfin, on l'est. On livre des armes, alors au prétexte de défendre le peuple ukrainien ou de lui permettre de se défendre. Mais là, il ne s'agit pas de défendre le peuple ukrainien. Le président ukrainien est en train de pousser son peuple, finalement, à des pertes terrifiantes. Je ne parle même pas des opérations de bouclier humain où les forces ukrainiennes viennent se mettre au milieu des populations ukrainiennes pour aller taper contre les Russes. Donc, on est dans des choses absolument dramatiques qui sont en contravention d'ailleurs de toutes les conventions internationales. Voilà, donc on est très très loin des droits de l'homme, du juste, du vrai, du beau, du bien contre le mal, etc. On est à 10 000 lieues de ça, on est dans quelque chose de bien plus sinistre. Et pour vouloir la paix, eh bien, il faut en fait que Zelensky se dise « je dois m'arrêter parce que sinon je vais finir par y passer moi-même et je n'aurai rien à gagner ». Pour l'instant, il a beaucoup à gagner. Il a beaucoup à gagner, bien sûr, en termes d'image du président héroïque, etc. Il a beaucoup à gagner, sans doute financièrement. Et finalement, l'Ukraine n'a jamais été aussi importante, n'est-ce pas, sous les feux de l'actualité internationale que depuis 3 mois. Donc, tant que ses parrains américains lui disent « vas-y, continue, on te back, on te soutient », il n'a guère intérêt à la paix. La Russie, maintenant, est entrée dans une phase, alors je sais bien que là aussi, on est dans la méthode Coué permanente, on nous explique que c'est un désastre, que la Russie a voulu toute l'Ukraine, elle aurait mis un peu plus de force si elle avait voulu envahir toute l'Ukraine, qu'elle veut tout détruire. Il est évident que les objectifs initiaux, qui étaient finalement de rétablir un cordon sanitaire important, de récupérer l'ensemble du Donbass, de sécuriser la Crimée, de la libérer du blocus des Ukrainiens, ces objectifs initiaux sont en train petit à petit, au fur et à mesure de la fuite en avant et de la résistance, entre guillemets, ukrainienne que l'on nourrit, que l'on feed, que l'on nourrit depuis des années, à vrai dire, depuis au moins 2014, eh bien, plus ça va, plus les Russes modifient aussi un peu leurs ambitions. Et c'est assez inquiétant, parce qu'il s'agit peut-être d'aller un peu au-delà de ce qu'ils pensaient faire au départ. Et ils sont maintenant dans une phase où même sur les plateaux français, les généraux qui nous expliquaient que c'était une débâcle russe évidente, enfin, on a entendu quand même des âneries assez considérables, mais dites avec aplomb, donc voilà.
Eh bien, on se rend compte maintenant que l'armée russe, doucement mais sûrement, et en essayant encore maintenant, mais jusqu'à quand, de faire le moins possible de victimes civiles, parce que son idée n'est pas de voir se retourner la population ukrainienne contre son offensive, eh bien, elle est elle-même poussée à la surenchère. Et je pense que le président russe est dans une situation difficile et qu'on devrait arrêter de trouver ça formidable. Parce qu'on le pousse à aller de plus en plus loin. Donc on ne veut évidemment pas la paix. Si on voulait la paix, on ferait en sorte que les Ukrainiens... Alors là, on a eu quelques ministres européens qui ont dit oui, il va falloir peut-être faire quelques concessions, etc., etc. Mais ça va, ça vient, quoi. On change tous les 2 jours, on change de discours. Donc il n'y a pas pour l'instant de position européenne et encore moins américaine qui enjoignent aux Ukrainiens d'arrêter les frais et qui arrêtent de leur fournir des armements de plus en plus offensifs et de plus en plus dangereux du point de vue russe, pour qu'on arrive à une délimitation. C'est toujours comme ça qu'on peut commencer à négocier. Il faut qu'il y ait un état de fait militaire dans lequel chacun se dise « bon, je ne peux pas tellement aller plus loin, sinon ça va prendre une autre dimension, je vais prendre d'autres types de risques, aussi bien côté russe que côté ukrainien, et j'ai intérêt donc à discuter ». Alors, il y avait des bases de négociation et de discussion. Il y a ce qu'on a appelé les accords de Minsk. D'abord le protocole de Minsk en septembre 2014, puis les accords de Minsk dits 2, en 2015, en février 2015, bon, qui prévoyait beaucoup de choses qui auraient été assez utiles, mais rien n'a jamais été respecté. Et les parrains, c'est-à-dire finalement ce qu'on a appelé le format Normandie, c'est-à-dire les Russes, les Ukrainiens, l'OSCE, les Allemands et les Français, ce format de discussion un peu plus que tripartite, on va dire, que le départ, ne s'est pas véritablement activé. Le président français a dit qu'il voulait le ranimer, mais tant que la France et tant que l'Europe n'est pas capable finalement d'avoir comment dirais-je, il faut sortir du déni, quoi. Il faut regarder la réalité en face, prendre la mesure des risques et se dire que c'est bien d'être les vassaux des Américains, mais c'est nous qui allons payer cher. C'est nous qui allons payer très cher. Voilà, et ça commence bien sûr économiquement. Voilà, les sanctions portent des fruits vénéneux et dans les 2 sens. Mais nous devons nous désolidariser diplomatiquement des États-Unis dans la recherche de la paix, c'est évident. Donc, et la France, pour retrouver une valeur ajoutée stratégique, aurait pu, mais peut encore, aujourd'hui dire on arrête les frais là, il faut changer. Pour l'instant, la Russie n'a plus confiance absolument en aucune puissance européenne. Elle sait très bien que tout le monde obéit à Washington, pour faire simple. Que ce soit les Français, les Allemands ou les autres. Donc elle ne se fait aucune illusion. Tant qu'il n'y a pas des points d'appui européens qui disent, voilà, nous pensons qu'il est urgent et urgentissime de revoir l'équilibre de la sécurité en Europe, parce que ça nous importe, et qu'à ce titre, il va falloir faire des concessions. Donc les Russes vont aussi devoir faire des concessions, hein, mais les Ukrainiens certainement, et de toute façon, il faut une neutralisation stratégique de l'Ukraine. Il faut que... Voilà. Eh bien, tant qu'il n'y a pas ça, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant, et c'est, d'une certaine façon, c'est la perte pour la partie ukrainienne. C'est la perte. Donc les Ukrainiens se battent jusqu'au dernier Ukrainien, c'est bien gentil, mais c'est un peu facile. Voilà, donc je pense que précisément pour être en accord avec nos grands principes et nos valeurs humaines, que nous en avons plein la bouche, mais soyons concrets. Moi, j'ai vu ça dans les Balkans, j'ai vu ça au Moyen-Orient, j'ai vu ça sur tous les conflits auxquels je me suis intéressée. Plus on parle de morale, plus on parle de protéger les populations, plus en fait on les met dans des situations absolument terrifiantes. Donc il faut sortir de ça. Et c'est peut-être d'ailleurs, ce serait peut-être là le début
comment dirais-je, d'une reconstruction de l'image occidentale. Parce que l'image occidentale, elle est très, très abîmée. Pas seulement parce qu'il y a d'autres puissances qui se réveillent et qui disent, écoutez, arrêtez de nous donner des leçons, vous ne pouvez pas le faire, à vrai dire, donc arrêtez. Il y a bien sûr, il y a des États, il y a des puissances, il y a des empires qui se réveillent, mais il y a aussi des peuples qui voient quand même ce qui se passe. Tout le monde n'est pas totalement, même si on nous lave le cerveau toute la sainte journée, les gens ont quand même un bon sens assez, j'allais dire, assez reptilien, assez, bon, et ils se rendent bien compte que les malheureux Ukrainiens, que ce soit ceux qu'on accueille depuis 3 mois en Europe, ou que ce soit ceux du Donbass qui sont livrés aux frappes ukrainiennes depuis déjà plus de 7 ans, tout ça, voilà, tout ça, ce sont des gens malheureux qui sont les victimes des ambitions et du cynisme d'un certain nombre d'autres, et en premier lieu de leurs dirigeants. Donc, il faut sortir de cela, et pour ça, il faut qu'il y ait un découplage stratégique entre l'Europe et les États-Unis. Ça ne veut pas dire quitter l'Alliance Atlantique ou faire quoi que ce soit, comme ça, juste simplement se dire on est un acteur et nous sommes partie prenante et nous sommes sur le continent européen et il est urgent de faire en sorte que la Russie se calme, que l'Ukraine comprenne que son avenir n'est pas de devenir un territoire pour des bases de missiles qui vont menacer le dispositif de protection russe. C'est une hérésie, c'est une folie. Pourquoi? Donc la paix, c'est un équilibre. L'équilibre, c'est un compromis. Le compromis, c'est des concessions. Force est de constater, malheureusement, que c'est cette espèce de hargne, d'esprit, de volonté de montrer toujours son invulnérabilité, sa supériorité, son hégémonie, qui dans le camp américain et avec les Européens comme bras armés, comme petits bras armés régionaux, on va dire, eh bien, produit cette espèce de crispation et il faut en sortir absolument parce que sinon tout va à volo et il n'y aura pas de paix. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, les Russes sont en position de force, ils sont en train de parfaire leur tenaille dans le Donbass, ils vont monter un peu plus au nord, ils vont reprendre un peu plus au sud, il faut espérer qu'on ne les pousse pas, alors peut-être vont-ils vouloir protéger la Transnistrie. Donc là aussi, on a des bruits de bottes, on a l'armée moldave que l'on renforce comme ça, en expliquant qu'il va y avoir une offensive russe. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en février. C'est-à-dire, c'est une prophétie autoréalisatrice. On fait en sorte qu'il y ait une menace, on fait en sorte qu'il y ait un danger, et puis après on dit, non, mais ils ont attaqué. Bon, donc il faut faire enfin moi je pense qu'il faudrait arrêter les frais très vite, qu'il ne faut pas que des soient pris, qu'il ne faut pas que les Russes aillent jusqu'en Transnistrie, il faudrait que ça s'arrête maintenant. Mais pour ça, il faut du respect. Il faut en fait du respect parce que je pense que la dimension, alors bien sûr, il y a le complexe d'encerclement obsidional, comme on dit, de la Russie, qui est une réalité, c'est pas un fantasme. Prenez une carte, vous regardez les bases de l'OTAN, vous mettez la Russie, vous vous rendez bien compte qu'il y a un encerclement. Oui, il existe. Bon. Mais il y a aussi un très fort sentiment de dépit depuis des années, mais qui monte, et désormais d'abandon de la part de l'Europe. Je pense que les Russes ont compris que les Européens ont lâché les rênes. Je dirais lâcher les rênes d'une volonté de compréhension un petit peu des perceptions de l'autre, parce que c'est ça la paix. Il faut se mettre à la place de l'autre un petit peu, ça ne veut pas dire oublier ses intérêts, au contraire. Mais ça ne peut se faire que dans un véritable dialogue. Or là, on a décidé que Vladimir Poutine était fou, était moribond, faisait les choses par pur esprit diabolique et destructeur. Enfin, je veux dire, on est à des années-lumière des premiers stades d'une compréhension des intentions et des équilibres russes politiques internes, ne serait-ce que politiques internes. On n'a pas compris qu'en Russie, il y a des courants infiniment plus inquiétants, dangereux et radicaux que que le sien, et que lui, c'est un équilibriste. C'est un équilibriste depuis 20 ans. Il a été d'une patience absolument phénoménale, d'une certaine manière,
voilà, en attendant, en donnant des chances, en expliquant le problème, en disant que l'OTAN, dont on avait dit qu'il ne s'étendrait jamais, et qui s'est malgré tout étendu quasiment à ses frontières, ça devait s'arrêter, ça devait finir. Donc voilà, on est vraiment dans on paye une volonté lourde, méthodique, inentamée depuis la guerre froide, la vraie guerre froide, celle des années 45 et compagnie, de mettre la Russie à terre, donc la puissance centrale de l'Eurasie à terre, et on s'imagine qu'en faisant cela, elle va se laisser faire, et elle ne va pas se retourner vers la Chine qui n'attend que ça et qui lui ouvre les bras. Voilà, à sa manière, intelligemment. Certains appellent ça le baiser de la mort, il m'est arrivé de le dire aussi, parce qu'il y a des différentiels de puissance considérables, mais il y a aussi des synergies et des convergences et des intérêts tactiques bien compris, notamment dans toute l'Asie centrale. Enfin là, les Russes et les Chinois n'ont pas que des antagonismes ou des problèmes. Donc là, leur partenariat stratégique, mais ce sera peut-être dans la troisième question que j'aborderai ces sujets-là, se renforce considérablement, et je me demande bien qui va finalement l'emporter dans cette guerre d'Ukraine à la fin. Quel monde à venir dessine ce conflit? Alors c'est là que la lucidité ne doit pas conduire au désespoir. Je dirais, voilà, ce sera mon propos liminaire, mais si on veut regarder les choses telles qu'elles, à mon avis, se présentent, on est quand même dans ce que j'appelle moi la bascule du monde. Ça ne date pas de la guerre en Ukraine, ça fait déjà au moins 10 ans maintenant, un peu plus, qu'on en voit les signes, les premiers signes. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus de crédit moral et politique à l'Occident, non seulement il y a tout un tas de pays qui n'ont plus envie d'entrer dans un alignement stratégique et qui, j'allais dire, font un peu leur marché, mais il y a la construction, la consolidation très constante dans tous les domaines d'une autre puissance, la Chine bien sûr, mais pas que la Chine, c'est-à-dire un autre bloc qui est en train de se mettre en position de plus en plus frontale, alors à la chinoise, c'est-à-dire habilement, mais en même temps dans tous les domaines. Donc c'est quand même une confrontation qui se prépare, c'est-à-dire... et d'ailleurs, ça n'est pas que l'Amérique qui l'a souhaité, c'est comme ça. Il y a un nouveau grand pôle qui prétend à un équilibre des forces et qui n'a pas l'intention d'être à 10% et 90%. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être forcément 50-50, selon les domaines, ça va fluctuer en permanence. Mais il est certain que ça va devenir le fait structurant, c'est déjà le fait structurant. Nous avons l'Europe, dont on a vu que c'est une espèce de trou noir qui ne veut pas exister finalement, qui parle beaucoup d'elle-même, de ce qu'elle est, enfin qui est complètement à contre-temps et à contre-emploi de ses propres intérêts, qu'ils soient collectifs ou ceux de ses puissances constituantes, puisque justement elle refuse la puissance, elle ne veut pas parler de guerre, elle ne supporte rien, elle ne s'arme pas, elle se place juste sous une dépendance qu'elle considère bienveillante, à tort à mon avis. Et puis de l'autre côté, vous avez la Russie qui a été poussée à la gaffe pendant des années et qui maintenant, d'abord parce que la nature historique et multiséculaire de la Russie est de ne pas se laisser juste écraser comme ça, sans rien faire, mais aussi parce que ses intérêts bien compris sont de revivre elle aussi et de retrouver sa place de puissance globale. Et je pense d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je ne sais plus qui, c'est Obama qui avait dit de la Russie
qu'elle était devenue une puissance régionale. Je pense que ça, le jour où il a dit ça, je ne sais plus si c'est des 2008, 2009, le jour où il a dit ça, ça aussi c'est une erreur colossale. C'est pire que de dire Poutine est un tueur, Poutine est ci, Poutine est ça. La Russie est une puissance régionale, ah ben on va voir. Voilà. C'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, la Russie est redevenue une puissance globale, certes une puissance globale qui est limitée, qui est d'abord agonie de sanctions depuis des années. J'aimerais bien voir dans quel état on serait, nous, si on vivait ça. Mais c'est un pays immense, c'est le plus grand pays du monde qui possède tout dans son sous-sol, absolument tout. Et c'est un pays qui se perçoit de toute façon comme une puissance naturellement et historiquement globale. Donc, si vous regardez, et qu'il y a une diplomatie de haute volée, donc si vous regardez depuis, ne serait-ce que depuis, en fait, oui, depuis Maïdan, et depuis l'intervention russe en Syrie, etc., la manière dont les Russes ont réussi à redynamiser considérablement leur diplomatie et à étendre leur influence aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, à être vraiment, non seulement à nous tailler les croupières, à nous, Français, mais pas seulement, bien au-delà, et aussi en Amérique latine d'ailleurs, vous vous rendez compte que là, on peut toujours expliquer que la Russie a le PIB de l'Italie, mais c'est pas une bonne image, si vous voulez. C'est une image qui ne rend pas compte de la réalité de la surface en termes d'influence et de puissance russe. Je ne parle même pas dans le domaine des armements, où là aussi il y a quand même quelques petits fleurons, quelques petits diamants que l'on n'a pas encore réussi à égaler de notre côté. Donc on est dans un monde qui va devenir beaucoup plus brutal, où le narratif idéologique moralisant ne passe plus. Et je pense que la première chose qu'on aurait à faire en Europe et aux États-Unis, c'est d'arrêter avec ça. Arrêter de donner des leçons, arrêter de prétendre qu'on a la vérité révélée. Je veux dire, ça ne marche pas. Plus personne ne nous écoute, plus personne ne nous croit. Et les gens, généralement, préfèrent des choses peut-être plus simples, des conditionnalités qui ne soient pas politiques et qui soient plutôt économiques ou financières même, plutôt que de subir cette espèce de ratiocination moralisante, permanente, où on se met en surplomb. Et si on regarde la diplomatie française, on voit bien que tous nos échecs là, des dernières années, que ce soit l'Iran, que ce soit le Liban, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Ukraine, on voit bien que c'est en grande partie parce que nous prétendons apporter la vérité. Mais depuis quand il y a une vérité internationale autre que celle de l'équilibre instable et compliqué et toujours en mouvement des rapports de force? Ça n'existe pas. Donc voilà, il faut sortir de ce que j'appelle le pays des rêves bleus de oui-oui. Il faut revenir à des choses en apparence pragmatiques, plus simples. Il faut s'intéresser aux perceptions sécuritaires des autres et essayer de faire en sorte que cette bascule du monde ne nous broie pas. Voilà. Pour moi, du point de vue français, ça veut dire se projeter vers l'Eurasie. Ça ne veut pas dire passer sous contrôle de qui que ce soit. Se projeter vers l'Eurasie, nous-mêmes déjà français, d'autres le font en Europe beaucoup mieux que nous, et projeter l'Europe vers l'Eurasie. Or, tout est fait pour que précisément, ça ne se produise pas, pour que l'Europe reste captive du pôle américain. Bon, ça c'est de la géopolitique, j'allais dire, basique. Il suffit de prendre un planisphère, c'est évident. Il faut rétablir nos positions en Afrique, il faut changer complètement aussi notre politique africaine. Et il faut faire en sorte que donc ce mouvement considérable qui vient de Chine, qui va passer par la Russie parce qu'on ne lui a pas laissé le choix, et qui va se reprojeter d'une manière ou d'une autre vers l'Europe et vers les États-Unis derrière, avec des mouvements de fond, parce que le mouvement de fond dont on parle peu, parce que ça nous fait très très peur, et ça fait très très peur aux Américains, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale, et ça aussi c'est en cours.
Et là aussi, ce que nous faisons à la Russie aujourd'hui, nous allons le payer très cher. Nous allons le payer très cher. Voilà, donc au prétexte d'étouffer l'économie russe sous des sanctions, etc. Déjà depuis 2014, ça leur a permis de créer une agriculture, ça leur a permis de faire ressurgir les bases d'une autonomie dans certains domaines. Les semi-conducteurs, ben, ils sont en train de s'entendre avec les Chinois, avec les Iraniens, avec les Indiens, avec une partie des pays d'Amérique centrale. Enfin, on est complètement aveugle. Et comme toujours, on est aveugle à mesure de ce qu'on est vaniteux. Voilà, on est beaucoup trop vaniteux. Pour moi, en fait, les problèmes géopolitiques pourraient se résoudre par des changements d'état d'esprit d'abord. Un peu de considération, un peu de respect, une vague mémoire de ce qu'a été un jour le droit international, la Charte des Nations Unies, les bases du multilatéralisme, enfin des trucs comme ça qui paraissent aujourd'hui complètement démonétisés. On en parle, mais on ne fait strictement rien pour que ça se passe. La conclusion d'accords régionaux sur les questions de sécurité. Les Américains ont tout détruit, à part New Start, à part l'accord New Start, ils ont cassé tous les autres accords bien en amont du conflit ukrainien avec la Russie. Donc, voilà, la stratégie américaine, l'offensive américaine, elle est évidente, elle crève les yeux, quoi. Bon, donc il faut revenir sur tout ça, et il faut accepter peut-être d'abandonner cette espèce de position exceptionnaliste, universaliste, occidentale, qui n'a plus lieu d'être, qui aujourd'hui n'est plus comestible en fait, ni intellectuellement, ni politiquement pour tout un tas d'États, et arriver à un équilibre qui sera nécessairement imparfait, où il y aura toujours des conflits, où il y aura toujours, bien sûr, des crises et des tentatives de déstabilisation. Nous en perpétrons sans arrêt. Je veux dire, et les Américains n'arrêtent pas, enfin, ne serait-ce que l'année dernière, bien avant le conflit. On a eu quand même le Kazakhstan, on a eu la Biélorussie, ça n'arrête pas. Bon. Et je ne parle pas du Moyen-Orient, où le conflit syrien reste un endroit que l'on peut faire réanimer, réactiver, y compris au plan terroriste, voilà, à l'occasion, si c'est nécessaire. Donc, je pense qu'on va vers un monde très difficile où il ne sera plus possible de se contenter de postures. Voilà. Il faut comprendre que les présidents, que ce soit le président Erdogan, le président Xi Jinping, le président Poutine, Modi, enfin, les hommes qui dirigent quand même les 3/4 de la planète, hein, eh bien, on ne peut pas juste leur expliquer que ce sont de faux démocrates, des dictateurs, des monstres, des voyous. Ça n'est pas possible, c'est avec eux qu'il faut traiter. Voilà. Les Américains le comprennent d'ailleurs, mais ils espèrent toujours garder cette invulnérabilité que leur surpuissance militaire leur donne l'illusion d'avoir et de pouvoir contenir, conserver. Alors que pourtant, le rapport de force est en train vraiment de se rééquilibrer en fait. Il est en train de se rééquilibrer. Et ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est un état de fait. C'est le réel, faut travailler. C'est la matière première géopolitique, il faut travailler avec ça. On ne peut pas travailler avec nos rêves, nos utopies, nos fantasmes, ça ne produit rien. Ça ne produit que des déceptions, ça ne produit que du mépris, ça ne produit que de l'isolement à la fin. Si vous regardez le poids géopolitique de l'Europe aujourd'hui, c'est quand même terrifiant. Oui, on peut dire on est premier au monde en termes de richesse, etc. Mais on va surtout finir pillé, on va être vendu par appartement. On est vraiment une proie toute désignée, tellement on est naïf et faible. Mais on aurait pourtant tous les moyens. Tous les moyens. C'est vraiment, pour moi, c'est une question de réforme de nos élites dirigeantes, de revalorisation des notions de souveraineté, de revalorisation des notions de cohérence des sociétés aussi. Et là, évidemment, on est aussi soumis à des vagues idéologiques qui sont des vagues en fait de délitement. Hein, plus l'État est affaissé, plus l'État renonce à lui-même, plus tout ça se mélange,
moins on parle de frontières et plus on parle de territoire, moins on parle de peuple et plus on parle de population. Enfin, tout ça, et je ne parle même pas du wokisme et de tout un tas d'autres mouvements, eh bien, plus cela s'installe comme une normalité chez nous, plus on est faible, plus on est en décalage et plus en fait on est dans une incapacité de voir le réel. En fait, voilà, tant qu'on ne voit pas le réel tel qu'il est, il n'est pas forcément hostile le réel. Il demande juste à exister lui aussi. Donc il faut trouver des solutions. Voilà. On pourra pas. On a tout voulu et pour l'instant, à mon avis, on a tout perdu. Voilà. Donc on ne peut pas. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas juste prendre tout ce qui vous convient partout et puis décider que c'est vous qui dirigez tout. Ça ne marche plus. Ça. On a changé d'air. On a changé d'air. Voilà. Caroline Galacteros, nous vous remercions. Je vous en prie. C'était un plaisir.